Échange à bâton rompu entre responsables de l'enseignement supérieur et associations estudiantines. La rencontre a permis aux deux parties de donner leur avis dans le but de trouver des solutions aux problèmes que connaissent les universités du Burkina Faso. Et puis, comment la situation sociopolitique au Burkina Faso est-elle analysée au niveau du mouvement du peuple pour le progrès? Cette question et bien d'autres seront posées à un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Simon Compaoré. Il est le deuxième vice-président du mouvement du peuple pour le progrès. Bienvenue à toutes et à tous au 13h15 de la télévision du Burkina. Cela dit, à l'initiative du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, une rencontre s'est tenue cette semaine entre les responsables de ce ministère et les associations des étudiants du Burkina Faso. La rencontre a été un cadre pour les responsables de l'enseignement de dire ce qu'ils ont envisagé pour répondre aux préoccupations des étudiants. Quant aux étudiants, ils ont salué l'initiative de la rencontre, mais ils restent pessimistes quant aux promesses qui leur ont été faites. Le reportage de Bouma Ernest Népier. Cette rencontre a permis aux autorités des enseignements secondaires et supérieurs de faire le point de mesures entreprises pour satisfaire les différentes plateformes revendicatives des associations estudiantines. Des plateformes qui ont plusieurs points communs. Il s'agit entre autres de la suspension du système LMD, la construction d'amphithéâtres, de l'adoption d'une bonne politique d'octroi de bourses et d'orientation de nouveaux bacheliers et surtout de l'amélioration de la qualité du restaurant universitaire. Tout se focalise autour de la restauration universitaire. Et comme je le disais tout tantôt aux étudiants, nous sommes dans une phase normale d'un processus de renouvellement de contrats des prestataires et nous insistons là-dessus en disant qu'en plus des actions qui étaient menées, à savoir les prélèvements inopinés par le laboratoire national, ils seront associés dans un cadre de concertation afin de participer au jour le jour, au quotidien, aux questions de qualité et d'hygiène dans les restaurants universitaires. Les associations ont toutes salué l'esprit de la rencontre, cependant, elles n'ont pas apprécié son contenu. Véritablement, cette rencontre-là ne diffère pas des autres rencontres. Ce ne sont que des points et des engagements qui n'apportent pas de réponse concrète aux revendications pressantes des étudiants. Parce qu'il faut le dire, à l'heure actuelle, nous vivons des conditions déplorables. D'abord au plan académique, parce que les uns et les autres font 6 ans pour avoir leur licence. Le système LMD a été largement évoqué par les associations des étudiants. L'ANEB, qui prône sa suspension, a donné ses raisons. Au niveau de nos universités, il n'y a pas d'amphithéâtre, il n'y a pas d'enseignants et les conditions de vie des étudiants ne font que s'aggraver. Et c'est véritablement cela qui nous amène à l'heure actuelle au niveau de l'ANEB à exiger qu'on puisse suspendre le système LMD. Un autre point largement débattu est celui relatif aux orientations des nouveaux bacheliers. Des orientations que les étudiants qualifient d'arbitraires. Nous pensons que l'étudiant doit avoir le choix, la latitude d'aller dans le département qu'il désire lorsqu'il obtient son bac. La rencontre a été l'occasion pour le directeur général du CENU d'attirer l'attention des étudiants sur la circulation des armes et de la drogue qu'il dit constater actuellement au sein des campus universitaires de Burkina. Il a annoncé des mesures pour lutter contre le phénomène. Les acteurs de l'éducation de base au Burkina Faso et leurs partenaires se sont rencontrés le 23 avril dernier à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, ils ont fait le point des résultats engrangés en 2014 dans le domaine de l'éducation au Burkina Faso. Ils ont aussi échangé sur les difficultés actuelles rencontrées au MENA afin de garantir un meilleur avenir de l'éducation de base au Burkina Faso. À cet effet, un aide-mémoire a été signé entre les responsables du MENA et leurs partenaires techniques et financiers. Le reportage de Yolande Lompo. La synthèse des résultats de la 3e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base, consignée dans l'aide-mémoire, vient d'être présentée à l'ensemble des acteurs du domaine. Le gouvernement devra prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'éducation non formelle. 19 recommandations ont été formulées et le contenu de l'aide-mémoire adopté et paraphé. Ces recommandations visent surtout à améliorer toute l'activité qui est entreprise, à améliorer la présentation des prochains documents. Le plus
gros problème que nous avons au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est cette question de la réalisation des infrastructures. Les documents abordent également la qualité des disparités régionales, des disparités genres qu'il convient de corriger. La 4e mission conjointe de suivi du PDCEP se tiendra en 2016. Dans l'optique d'améliorer les performances de l'éducation de base, la coopération canadienne qui cède sa place de chef de file des PTF à la coopération suisse pour compter du 1er mai 2015 rassure. J'aimerais féliciter l'équipe de rédaction de cet événement pour l'excellente qualité de leur travail. Le Canada sera toujours là pour participer dans les consultations. Nous allons continuer à appuyer d'une façon monétaire, mais aussi techniquement, le secteur de l'éducation de base au Burkina Faso. Débutant en 2012, le PDCEP s'exécutera jusqu'en 2021 au grand bonheur des enfants et adultes du Burkina Faso. En politique, le mouvement du peuple pour le progrès était le 17 avril dernier à Puitenga, dans la région du Centre-Est. C'est une sortie de mobilisation des militants pour un enrôlement massif sur les listes électorales. Avec l'étape de Puitenga, le premier vice-président du MPP et ses collaborateurs ont sillonné en tout 25 communes du Centre-Est pour rencontrer les militants. Le reportage de Draman Guinée. Voici l'épilogue d'une semaine de tournée du MPP dans la région du Centre-Est. Nous sommes maintenant dans la ville de Puitenga. Ici, comme un peu partout dans les villes de la région, Salif Diallo, premier vice-président du MPP, est venu au contact de la base et lui demander de s'enrôler massivement sur les listes électorales. Nous sommes venus demander à nos militants, sympathisants et aux populations en général de s'enrôler massivement pour faire des élections du 11 octobre une victoire d'étape et d'ensemble pour le peuple du Burkina Faso. Il nous faut dépasser les scores des élections précédentes pour montrer que le peuple est acquis au changement. Pour que le message soit suivi d'effet, le MPP dispose d'un plan de travail. Mais nous avons des équipes de terrain qui parcourent les hameaux de culture, les villages et qui poussent les populations vers les bureaux d'enrôlement. L'enrôlement commence cette semaine dans le Centre-Est. Nous l'avons précédé de quelques jours pour éveiller l'attention des populations sur ce processus. Et actuellement, dans tous les villages que nous avons traversés, les gens ont les dates et même les heures d'arrivée des équipes d'enrôlement. Selon cette délégation du mouvement du peuple pour le progrès, toutes les 3 provinces, soit 25 communes de la région, sont parcourues au cours de cette sortie. Voilà, et je vous l'annonce en titre, nous recevons le 2e vice-président du mouvement du peuple pour le progrès, M. Simon Compaoré. Bonjour, M. Compaoré. Bonjour. Alors, vous venez de sortir d'une manifestation à la place de la Nation pour soutenir la transition. En quoi est-ce qu'il était encore utile de remobiliser les insurgés des 30 et 31 octobre dernier? Oui, c'était nécessaire parce que, comme vous l'avez constaté, certaines personnes qui ont été à la base de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 se sont mis à opérer des danses macabres sur le sol national, qui a fini par effrayer les honnêtes gens. On ne peut pas comprendre qu'on ait été à la base de cette tuerie des 30 et 31 octobre 2014 et que ces jeunes qui ont été tués ont été fraîchement enterrés et que les cœurs sont toujours meurtris, les plaies béatement ouvertes et qu'on n'est même pas l'attention qu'il faut à ce niveau-là pour laisser les cœurs se reconstituer et les amertumes s'apaiser. Non, c'est à ce moment-là que ceux qui ont été à la base ont recommencé à se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on les en veut, qu'est-ce qu'on leur reproche. Avouons que ce n'est ni plus ni moins la provocation. Et on a pensé que finalement, on était en train de dormir et que le danger guettait
à la porte de la transition. C'est pourquoi nous avons tous, partis politiques, organisations de la société civile, gens du monde traditionnel et religieux, nous avons tous convenu qu'il fallait que nous conjuguions nos efforts pour montrer à la face du monde et à notre peuple que la transition, nous souhaitons que cette transition puisse arriver à son terme et que les dates importantes qui ont été arrêtées, à savoir le 11 octobre pour l'élection présidentielle et l'élection des députés, que cette date-là se tienne, arrive à bonne date et que nous puissions effectivement faire en sorte que le Burkina revienne sur les rails. D'accord, mais est-ce qu'avec cela, vous ne craignez pas que l'on reproduise le schéma des marches et des contre-marches qu'on constatait avant l'insurrection populaire? Non. Nous avons voulu simplement dire à ceux qui ont la redoutable tâche de mener à bon port le bateau, nous avons voulu dire à ces personnes-là qu'elles sont soutenues et qu'ils ne doivent pas regarder en arrière, ils doivent continuer parce que le peuple est derrière eux. C'est toute la signification de la marche, du meeting d'hier. Et dire aussi à ceux-là qui, par toutes les manières, sont en train de faire en sorte que les dates qui ont été fixées ne puissent pas, ces dates-là ne se tiennent pas, nous ne puissions pas atteindre ces dates-là comme nous le souhaitons et organiser paisiblement les élections, que nous puissions dire à ces gens-là de faire attention. Comme on le dit, le beurre qui dort n'est pas mort. D'accord. Alors, M. Simon Compaoré, après le vote et la promulgation de la nouvelle loi, s'il y a bien un mot qui divise aujourd'hui les Burkinabés, c'est le mot inclusion. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme-là? Non, l'inclusion, comme on l'a dit, de notre point de vue, signifie simplement que nous devons faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes puissent, chacun à sa manière, apporter sa contribution. Ça, c'est la règle générale. Mais il n'y a pas de règle sans exception. L'exception, là, c'est celle que le CNT a notée à travers la loi qui vient d'être votée portant sur le nouveau code électoral et qui précise que les comportements, ceux qui ont été à la base de certains comportements qui ont entraîné le peuple dans la tourmente et amené l'insurrection populaire des 30 et 31 ne peuvent pas être présents aux prochaines consultations. Et ça, c'est en conformité avec des textes au niveau de l'Afrique même que nous avons eu à signer sous le régime passé et accepter les termes de cette disposition, de cette loi que l'Afrique, l'Union africaine a eu à prendre au sujet des élections. Alors, l'ex-majorité accuse tout simplement le régime de la transition de mener une politique d'exclusion. Et quels commentaires vous faites par rapport à cette façon de voir des membres de l'ex-majorité? Non, c'est l'assassin qui a peur du gourdin. Je vais dire simplement que cette ex-majorité-là, c'est que le peuple avait parlé, avait attiré l'attention des gouvernants d'alors. C'est l'entêtement, c'est cette volonté d'aller à contre-courant de la volonté populaire qui nous a amenés à cette situation. Et il fallait que chacun puisse en tirer à sa manière toutes les conséquences qui s'imposent. Nous avons, quant à nous qui avons lutté aux côtés du peuple, nous avons tiré toutes les conséquences. Et c'est pourquoi cette loi-là a été votée. Alors que ceux d'en face fassent la même chose, tirent les conséquences et assument leur propre turpitude. D'accord.
Alors, M. Compaoré, l'ex-majorité parle également de dérives répressives et de justice des vainqueurs en rapport avec les récentes arrestations. Justement, quelle appréciation vous faites de ces arrestations-là? Nous avons déjà donné notre position qui est suffisamment claire. Si nous sommes dans un état de droit, et dans cet état de droit, si des gens doivent être poursuivis, qu'ils le soient. Simplement, nous souhaitons que cela se fasse en conformité avec les règles, la loi, les lois et les règlements de notre pays. C'est tout. Donc, ceux qui ont été interpellés ont la possibilité de faire prévaloir leurs intérêts devant la justice. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Nous sommes dans un état de droit et lorsqu'on arrête quelqu'un arbitrairement, il a la possibilité, il y a des recours. Et ces recours existent et nous avons foi à notre justice. D'accord. Alors, on sait qu'au nombre des motifs de ces arrestations, on a parlé de malversation dans la gestion de parcelles. Vous avez dirigé la mairie de Ouagadougou pendant 17 ans. Comment on peut comprendre que certains de vos collaborateurs soient arrêtés sans que vous ne soyez entendus jusque-là? Oui, j'ai entendu beaucoup des personnes qui disent que je dois être arrêté parce que j'ai été maire. Et si on arrête des maires au sujet des lotissements, je dois être arrêté. Bon, c'est une méconnaissance des textes. En fait, la ville de Ouagadougou et la ville de Bobo-Dioulasso sont des villes à statut particulier où il y a des arrondissements et donc des maires d'arrondissement. Et en ce qui concerne la matière domaniale, le maire de Ouagadougou et le maire de Bobo ne sont pas compétents pour en connaître. S'ils en viennent à faire du tripatouillage, bon, ils devront être interpellés, mais en principe, ce ne sont pas eux qui lotissent et qui font la distribution des parcelles. Cependant, j'ai été amené à un moment donné à m'impliquer activement parce qu'il y avait beaucoup de plaintes. Et là, l'occasion nous sera donnée dans une autre émission où on a le temps pour vous dire ce que nous avons pu faire à travers des assemblées populaires pour que le peuple puisse se prononcer et recevoir ceux qui avaient des plaintes et demander au maire de faire suivre, de donner suite aux demandes des populations. Et à ce niveau-là, je crois qu'il y a des traces. Et donc, qu'on m'appelle, il n'y a aucun problème. Je peux témoigner, je peux donner des éléments. Mais de là à penser que j'ai eu à barboter, bon, j'ai allé vite en besogne. De toute façon, je suis justiciable comme les autres. Si la justice a besoin de Simon Compaoré, il ne mettra pas une minute pour répondre. D'accord. On a aussi entendu parler de cette question de la rénovation de la mairie à coût de milliards. Et un rapport de la Cour des comptes même a fait cas de mauvaise gestion concernant cette rénovation. Vous étiez aux affaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Attention, par rapport à vos mots. Vous dites mauvaise gestion. Bon, en tout cas, moi, j'ai le rapport de la Cour des comptes. On nous a reproché un certain nombre d'éléments sur les questions de procédure, la procédure de passation des marchés. Mais à l'époque, en juillet 2004, j'avais déjà écrit à mon ministre où je disais ceci, qu'on nous souligne les erreurs et insuffisances relevées dans le traitement du dossier de réhabilitation de l'hôtel de ville, nous ne pouvons que prendre acte. Mais qu'au-delà, on veuille simuler les insuffisances et erreurs relevées comme étant la preuve d'une volonté délibérée de favoriser une entreprise donnée, comme le fait le premier président de la Cour des comptes, je ne peux l'accepter. Il y va de mon honneur. Et si telle est vraiment la conviction profonde de la Cour, je suis prêt pour répondre devant la juridiction de jugement. L'honneur n'a pas de prix. Ça, c'était en juillet 2004. 2004, okay. Où je répondais à mon ministre qui m'avait dit qu'il a reçu une lettre de la Cour des comptes sur les irrégularités constatées
au niveau de la passation de marché. Voilà. Ça, c'était déjà en 2004. Mais quand je partais de la mairie en 2012, parce que je ne me représentais plus, j'ai adressé une lettre au ministre de la Justice et au premier président de la Cour des comptes. Très rapidement, voilà ce que je disais au président de la Cour des comptes. Je viens respectueusement solliciter qu'il vous plaise de faire instruire le dossier réhabilitation de l'hôtel de ville de Ouagadougou que votre auguste institution a eu à connaître à l'époque et pour lequel, à ma qualité de premier responsable de la ville, j'avais donné ma lecture des choses. Je suis sérieusement peiné et choqué des allusions faites chaque jour par certaines personnes tendant à jeter un discrédit sur mon honorabilité. Au moment où j'exerce la dernière partie de mon mandat de maire, il me semble indiqué que cette affaire soit tranchée par des structures compétentes, judiciaires en l'occurrence, afin que je ne continue pas de souffrir des propos blessants et injustes à l'endroit de quelqu'un qui croit beaucoup à la loyauté, au travail, à la rectitude, à l'honnêteté et à la probité. Voilà ce que je disais. Ça, c'est ce que je disais dans ma lettre adressée en 2012 au président de la Cour des comptes et au ministre de la Justice également. J'ai adressé une lettre. Et je disais au ministre... Peut-être il faudra peut-être synthétiser. Oui. À l'heure où des gens continuent à insinuer des choses sur ce dossier et que j'entame la dernière partie de mon mandat, je ne peux supporter encore longtemps, des propos qui portent gravement atteinte à mon honorabilité. Je voudrais vous prier respectueusement de bien vouloir faire diligenter une instruction au niveau de la justice sur ce dossier, car je ne doute pas de tout ce qui peut être dit sur notre justice, qu'elle reste une institution essentielle en qui nous devons faire confiance pour rendre justice aux justiciables. Je ne me sens nullement membre de la famille des corrompus et vous me rendrez un grand service en donnant l'occasion à la mairie d'honorer son image d'institution respectable et soucieux d'une bonne gestion des affaires de la cité. D'accord. Et justement, quelle a été la suite? Non. Ils n'ont pas réagi? Le président de la Cour des comptes a réagi en me disant simplement qu'ils ont pris des référés, l'un à l'attention du ministre du Budget et l'autre à l'attention du ministre de l'Administration territoriale. Mais le ministre de la Justice ne m'a pas répondu. Ça, ce sont des lettres que j'ai écrites pour l'histoire avant de partir. Voilà. C'est pour dire que je ne fuis pas. C'est moi-même qui ai demandé que la justice puisse connaître ce dossier qui, à mon niveau, est suffisamment clair. Simon Compaoré n'a jamais détourné de deniers publics. Il n'a jamais fait l'objet d'une opération dans laquelle on peut parler de corruption. Et je voudrais effectivement que la lumière soit faite et que la justice puisse dire le droit. D'accord. Et justement, pour terminer sur cette affaire, d'aucuns aussi estiment que M. Simon Compaoré traîne des casseroles avec la Caisse générale de péréquation. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Non, c'est de la médisance. C'est la médisance. Moi, je voudrais que s'il y a des casseroles que je traîne, qu'on les transporte à la justice. C'est simple, non? Nous sommes dans un état de droit, madame. Et Simon Compaoré est serein. Et si on m'en veut, sur le plan du politique, qu'on aille sur le terrain politique. Si c'est sur le point des affaires, les affaires, c'est au niveau de la justice. Tous ceux qui ont des récriminations et des dossiers, ils peuvent s'adresser à la justice. Je serai interpellé à ce niveau-là. D'accord. Et je suis prêt, je suis serein, madame. OK. Mais il semblerait, pendant les récentes arrestations, on a entendu une certaine rumeur faisant cas de votre voyage en France. Il semblerait que vous êtes parti en France pour échapper peut-être à la justice. Ah oui. Non, ça me fait rigoler. Non, madame, j'ai eu à répondre dans la presse, vous avez dû me lire. C'était juste pour les soins. Vous savez que j'ai été l'objet d'un accident grave. J'ai failli perdre la vie et je remercie Dieu d'avoir fait
en sorte que je continue de vivre sur cette terre-là. Alors chaque année, il y a un contrôle à faire parce que j'ai encore dans les jambes de la ferraille. Et chaque année, j'ai rendez-vous avec le professeur qui a eu à m'opérer. Et j'étais parti pour ce rendez-vous annuel. Et je suis revenu immédiatement. Et moi, il y a des gens qui fuient. Et peut-être qu'ils vont continuer à fuir. Mais Simon Compaoré n'est pas quelqu'un qui doit fuir. Je suis né à Ouaga. Je souhaite même qu'avant de quitter cette terre-là, je meure à Ouagadougou. Donc, Simon Compaoré ne traîne pas de casserole. Et je souhaite, comme je l'ai exprimé, que sur la question de la réhabilitation de l'hôtel de ville, le dossier soit monté au niveau de la justice pour qu'une fois pour toutes, et avant que je ne quitte sur cette terre-là, je ne veux pas mourir sans que ce dossier-là ne soit éclairci. Et le lieu, c'est au niveau de la justice. D'accord. Voilà, merci beaucoup, M. Simon Compaoré. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Merci d'être passé ici, nous donner... Mais s'il vous plaît, oui. Sur ces dossiers-là, on ne m'appellera pas en ma qualité de président. Oui, c'est Simon Compaoré, parce qu'à l'époque, j'étais Simon Compaoré, maire de la ville de Ouagadougou. Et chacun est responsable de ses propres turpitudes. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Les députés du Conseil national de la transition ont effectué une mission d'information dans le BAM sur l'exploitation minière au Burkina Faso. Dans la localité de Sabsé, ils ont échangé avec les populations, les services techniques de l'État et les responsables de la société Bissa Gold. L'objectif était de recueillir les préoccupations de chaque partie en rapport avec l'exploitation minière dans cette zone. Et à noter que cette sortie des députés s'inscrit en prélude à l'examen du projet de loi sur le code minier qui a été soumis au Conseil national de la transition. Le reportage d'Essay Douzon. Les députés au Conseil national de la transition en tournée dans la région du Centre-Nord. Ici à Sabsé, les députés ont échangé avec les populations et les services techniques déconcentrés à Kongoussi sur la problématique de l'exploitation minière dans cette localité. Ils ont ensuite visité les sites de Bissagol et échangé avec les responsables de cette société minière afin de s'enquérir des préoccupations de l'ensemble des acteurs. On peut résumer les préoccupations de la population autour des questions de développement. Il faut du développement, la construction d'un certain nombre d'infrastructures socio-éducatives, socio-économiques. Il y a les préoccupations aussi d'ordre pratique, les problèmes de logement, d'accès à l'eau potable, les problèmes que nous pouvons résumer sous l'angle de développement. Ça, c'est du côté de la population. Mais nous avons aussi du côté de l'administration des problèmes de coordination, de liaison, de communication. Et du côté, bien sûr, de la société minière, nous avons peut-être vu des préoccupations sécuritaires. Cette sortie a permis de renforcer les capacités des députés en matière d'analyse du secteur minier, ce qui va leur permettre de mieux examiner le projet de loi portant code minier au Burkina Faso qui leur est soumis. Il nous appartient donc en tant que députés venus pour entendre les différents acteurs de faire la part des choses afin de prendre justement les mesures qui sied pour que le code minier soit débarrassé des artifices qui ne permettent pas l'exploitation de la mine au profit des investisseurs et également au profit des populations, mais également pouvoir donc recadrer les choses de telle sorte que ce que l'État a prévu, ce que les textes ont prévu, cela soit appliqué sans faille. Nous repartons avec vraiment beaucoup d'informations essentielles qui vont vraiment nourrir la discussion vraiment des différents points saillants pour la relecture du prochain code. La relecture du code minier devrait permettre de définir clairement le rôle de chaque intervenant dans le secteur minier afin que tous les Burkinabés puissent tirer bénéfice de l'or. Si le code minier est bien relu et bien appliqué, il va permettre de positionner le secteur minier comme vecteur clé du développement socio-économique au Burkina Faso. Le Burkina Faso veut parvenir à une véritable intégration de toutes les communautés étrangères vivant sur son territoire. À ce sujet, le secrétariat permanent de la Commission nationale de l'intégration a organisé une rencontre à Kaya dans la région du Centre-Nord, rencontre à laquelle ont pris part les communautés étrangères de différentes régions du Burkina Faso. Le reportage de Kadi Sanogo.
Le secrétariat permanent de la Commission nationale de l'intégration a pour mission d'encadrer et d'organiser les communautés étrangères résidant au Burkina Faso. Cette rencontre régionale de l'intégration réunit à Kaya les leaders d'opinion, la coordination des communautés vivant au Burkina Faso, la société civile et les médias. Elle vise plusieurs objectifs. Permettre une véritable intégration de toutes les communautés vivant sur le sol burkinabé, renforcer les capacités des participants afin qu'ils deviennent des acteurs clés de l'intégration. Dans la vision 2020, il est question de faire passer la CEDEAO de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Vous savez, au quotidien, l'intégration est plus l'affaire des populations. Les États en assurent l'encadrement, mais la mise en œuvre revient au peuple. Cette formation a été bien accueillie par les bénéficiaires. Toutes les communautés apprécient à sa juste valeur parce que nous avons l'opportunité et la faveur, les grâces des plus hautes autorités à comprendre et à prendre à bras le corps tout ce qui est objectif, tout ce qui est ligne tracée pour les chantiers de l'intégration. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette rencontre, notamment les droits et devoirs des communautés vivant au Burkina Faso dans le contexte de la transition, la contribution des autorités locales et administratives au processus d'intégration des communautés en Afrique de l'Ouest. Le Centre de promotion de la langue chinoise a organisé cette semaine le premier test de la langue chinoise. Au total, 18 candidats ont pris part à ce test. Ceux qui vont y réussir pourront bénéficier de bourses offertes par la Chine-Taïwan pour approfondir leurs connaissances. Sur le lancement de ce test, le reportage de Zalissa Sanfou. Ils sont 18 candidats à prendre part à ce test chinois, le TCFL. Un test comparable au TOEFL anglais. Ils auront passé une année et plus à apprendre à lire, écrire et à comprendre ces chiffres et lettres. Toute chose qui leur a ouvert l'accès au chinois mandarin et à la culture taïwanaise. Et s'ils réussissent aujourd'hui, cela devrait leur ouvrir des portes. Si y a les élèves déjà pris la test, s'il a passé la test, il a opportunité pour aller Taïwan pour avoir le bourse de Chine-Taïwan. Ça, c'est très bon pour Burkinabé. Ces candidats, pour leur part, se disent confiants. Ils ont travaillé pour mettre toutes les chances de leur côté. Ce test est le premier du genre organisé par le Centre de promotion de la langue chinoise. Et pour les promoteurs, c'est un premier pas qui va engendrer plusieurs. Ainsi, tous ceux désireux de profiter des avantages sont invités à fréquenter la bibliothèque et à s'inscrire gratuitement. Voilà qui met fin à cette édition sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à très bientôt.